Je parle en anglais ou en... Parlez en français que tout le monde puisse comprendre, moi aussi. Oui. Et Alan va traduire à M. McFadden. Comment? Les deux? Bon, ben, je commence par le français alors. Oui, donc je crois que c'est très important d'avoir des concepts de valorisation en matière d'environnement, parce que ce n'est pas évident. Et ma question était au professeur McFadden de savoir comment, à partir de ces concepts, on peut opérer en pratique. Parce qu'il faut protéger, il faut se protéger, il faut protéger notre environnement. Donc il faut réaliser des investissements, des dépenses. Et donc qui va payer? Comment on fait? Est-ce que jusqu'à présent, c'est essentiellement le contribuable qui paie par des décisions de gouvernement ou de ville ou de région, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des méthodes différentes que le marché ou justement les aspects économiques et la définition d'une valeur économique peuvent peut-être nous aider pour apporter des nouveaux moyens, des nouvelles approches pour réaliser ces investissements. Et j'ajoute un élément, c'est que le professeur McFadden a beaucoup parlé du consommateur que nous sommes, mais les questions d'environnement, ça nous concerne nous, mais ça concerne aussi et peut-être surtout les générations futures. Donc comment tenir compte dans ces aspects de valorisation de l'aspect dynamique, c'est-à-dire de nous-mêmes et de nos enfants et de ses conséquences. Alors je ne sais pas si ça a été traduit par le professeur Kerman, oui, je reprends. Oui. Je n'ai pas besoin de traduire moi-même. Voilà. OK, M. McFadden. Let me begin with you asked about an example where these techniques are practically used. Consider energy conservation. The way you conserve energy is to place requirements on appliance efficiency or the design of houses or the design of vehicles. Often these designs are not completely neutral from the standpoint of the consumer. Sometimes they are, but usually they involve some inconvenience. So the question is, how much value would the consumer lose from having a heating system that is more efficient, say, and as a result perhaps makes more noise or something like that? And is that value so high that it would make imposing that conservation standard undesirable? That's exactly, I think, the kind of situation where any one of these techniques is potentially quite useful. And I would say, by the way, that there are often very grand schemes for reducing climate problems and for saving energy or the use of new energy production methods. Energy conservation, just say no to energy consumption, is by far the most effective way to reduce energy use and its environmental impacts. And in the U.S., states where this has been used, as in California, have shown over the last 30 years no increase in energy consumption per capita, even though incomes have risen substantially. In fact, there's an interesting contrast in the United States. States that vote Democratic show no energy increase over 30 years. States that vote Republican show steady increases over 30 years. The second question was what techniques other than these money valuation methods might be available. Well, certainly one is the use of a trade-off. Effectively, instead of talking about things in terms of money, you can talk about in effect, what you can barter.
the fundamental, economic fundamentals are really the same, but one could talk about, for example, if a site is injured, what would one need to do in terms of replacing that site or providing amenities elsewhere that would leave consumers as well off as before. So you can talk about environmental projects in kind rather than in euros. Generations, future generations. Oh, yes, future generations. There are a few general economic points about future generations. One is that, to some extent, consumers should be taking their progeny into account if they are sociobiologically inclined. They should be looking after their own gene pool. And in that sense, they should not be so short-sighted. Now, again, some psychology seems to come into it, and maybe that doesn't work so well. The other comment is, second comment is that as long as incomes continue to rise around the globe, future generations will be better off and presumably will have more flexibility in dealing with some of these problems. And the third comment is that there is, people do show impatience, there is discounting, so that even if future generations need to have a vote, it would seem quite appropriate to have a discount on their vote relative to the current generation. Those are all reasons to be perhaps to be not so concerned about the voice of future generations. But I wouldn't push that too far, because I think that there is a great deal of short-sightedness in current decision making. Alors, voilà, on vous écoute. Oui, bonjour Madame Lambertin, je suis médecin. Je suis abasourdie par le fait qu'on puisse arriver à produire des études comme ça. Je n'ai rien contre le fait que c'est une évaluation. J'estime que quand on en arrive à faire des études et des évaluations comme ça, c'est qu'on a raté le coche complètement. On est à côté de la plaque. C'est avant qu'il faut réfléchir. C'est pas évalué. On est en train encore d'ouvrir la porte à la marchandisation de tout. Ça sera récupéré comme tout a été récupéré, comme la taxe carbone a été récupérée pour permettre de polluer, de faire de l'argent avec la pollution. Je suis désolée, c'est ce qui se passe actuellement. On est dans la voie de la marchandisation de tout, de tous les biens communs, du vivant, du gène. Et maintenant, on va être dans la marchandisation du sentiment, du bonheur. On est jusqu'au bout de la plaque. Ce n'est pas des études économiques qu'il faut faire, c'est des études philosophiques. Posons-nous, réfléchissons, nous voulons aller. C'est trop tard. Même, je ne veux pas faire de procès d'intention, je comprends très bien dans quel sens elles sont faites. Mais non, il faut refuser. On va dans le sens qu'il ne faut pas aller et on donne le bâton pour se faire battre. Ce qui a toujours été récupéré jusqu'à maintenant, on est en train de produire encore de la récupération. On va se faire, mais vraiment, voilà, c'est la fin de tout avec ça pour moi. De la philosophie, s'il vous plaît. Bon, très bien. On a bien compris votre question. Je vais laisser répondre, s'il vous plaît. Je sens que la température monte. Mais cela dit, à mon avis, vous n'enverrez pas de philosophes dans les communes bretonnes touchées par une marée noire, ça ne va pas marcher. Alors, Monsieur McFadden. The tools of economic science are not captive to the capitalist class. But they are sometimes purchased by the capitalist class. The science of this is that one should make environmental decisions on some rational basis, and valuing consumers, whether you do it in euros or some other unit, is a consistent accounting. Now, the statement that if it's set up as a market, it can be manipulated, I agree that sometimes these markets are manipulated. I would disagree that's always a bad thing. That is, manipulation is usually a bad thing, but the idea that you set up a market and some people make money from it,
that creates incentives for those people to do something which the designer of the market wants them to do. So while one has to be somewhat skeptical about what markets can accomplish and the degree to which they can be manipulated, I do not think you should take it as a foregone conclusion that they will necessarily work to the disadvantage of the general population. The other side of this is that if you use some non-market mechanism, say by having a committee of concerned citizens decide on environmental questions, what goes on inside a committee that's given power to do these things, and what is to prevent manipulation from happening there? It is, I think, a romantic and incorrect notion that there is something, in the end, cleaner or more transparent in the operation of, say government committees than there is in the operation of markets. There are scoundrels everywhere, and I think there are scoundrels in markets, scoundrels in government committees, and scoundrels in NGOs, and scoundrels in environmental organizations. And there's no easy solution. Une dernière question, j'espère qu'elle sera bonne. Voilà. Bonjour, Monsieur McFadden. Voilà, je me présente. Je suis un doctorant au CESTIM, rattaché à l'INSER, à l'Aix-Marseille School of Economics. Ma question est toute technique et simple. Il a passé en revue des méthodes d'évaluation des produits ou bien des biens non marchands qui ne passent pas par la loi de l'offre et de la demande du marché. Et il a parlé de la contingent valuation method, c'est-à-dire le fait de supposer un marché hypothétique pour évaluer un bien. Moi, ma question, c'est, par exemple, au lieu d'évaluer, par exemple, l'environnement ou bien des projets pour l'environnement, est-ce qu'on peut, par exemple, évaluer une micro-assurance santé et quelles sont les techniques, par exemple, les deux techniques les plus connues, soit les contingent valuation ou bien discrete choice modeling? Laquelle est la plus vraiment souhaitable pour évaluer une micro-assurance de santé dans un pays en développement? Et est-ce que la méthode, ou bien le survey, l'enquête, du questionnaire, c'est-à-dire adressé aux consommateurs, dépend intimement de la technique utilisée ou non? J'ai pas bien compris. Ma question était très technique, oui. Voilà. En fait, je vais peut-être... La dernière partie, on n'a pas bien compris. Peut-être je vais la poser en anglais, c'est mieux. En fait, basically, there is two methods for the stated preferences techniques, the discrete choice modeling or the contingent valuation methods. In the case of implementing a micro-health insurance in some developing countries, which is the best one? And the second part, is the questionnaire or the survey depends on the technique used or no? On se retrouve au bar, non ou... Bon allez, de toute façon il est l'heure, mais vous restez avec nous, je vous promets que M. McFadden va vous répondre, mais voilà, on n'entend pas. Hein, je suis désolé. Yeah. Voilà, à tout à l'heure, 13h30 précise.